1174 € par personne, c'est le budget que j'ai dépensé en Islande, qu'on a dépensé en Islande, et c'est bien au-dessus de ce que j'aurais aimé dépenser là-bas, clairement, et c'est de ce genre de choses qu'on va parler dans cette vidéo. Aujourd'hui, je veux faire une vidéo un peu plus posée que ce que j'ai l'habitude de faire, avec simplement du facecam, pour répondre à toutes les questions que je me posais avant de partir en Islande, pour donner aussi des conseils que j'aurais aimé avoir avant de partir en Islande. Et enfin, je conclurai cette vidéo sur mon avis qui est peut-être un peu plus nuancé que ce que vous allez voir ailleurs sur YouTube ou même sur ma vidéo rapport de voyage. Donc voilà, c'est parti, on commence directement avec les petites infos que vous avez besoin de savoir. Alors pour commencer, l'Islande ne fait pas partie de l'Union Européenne, mais en revanche elle fait partie de l'espace Schengen. Ce qui veut dire que si vous êtes issu d'un pays appartenant à l'Union Européenne, comme c'est le cas de la France, vous n'avez pas forcément besoin d'avoir de visa ou de passeport pour vous y rendre. Une simple pièce d'identité en cours de validité vous suffit pour pénétrer sur le territoire islandais. La monnaie islandaise, c'est la couronne islandaise, et aujourd'hui 1 € ça vaut 140 couronnes islandaises. Ça me permet de faire la transition sur le coût de la vie en Islande. Il faut savoir que le coût de la vie en Islande est en moyenne 60% plus élevé que dans le reste de l'Europe, 30% plus élevé qu'en France, ce qui veut dire que vous allez trouver globalement des prix beaucoup plus cher que ce que vous trouvez dans votre pays d'origine. On en reparlera encore une fois dans la partie budget, mais c'est notamment ce qui explique que le budget pour ce voyage ait été si élevé. Je vais reprendre un des exemples dont je parle dans mon rapport de voyage, mais typiquement, si vous prenez une pizza chez Domino's, ça va vous coûter 27 €, alors qu'en France, c'est quelque chose comme, je pense, 14-15 € de mémoire. Et pour conclure sur les informations générales à l'Islande, il faut savoir que si vous partez en juillet, comme ça a été le cas pour notre trip, vous serez en Islande pendant la période du soleil de minuit, ce qui veut dire que globalement le soleil ne se couche jamais, vous allez avoir du crépuscule entre 2 h et 4 h du matin, mais il fera jamais complètement nuit là-bas. Donc j'en profite ici pour glisser une des petites astuces qui nous a été vraiment utile quand on était en Islande. Comme il fait tout le temps jour et que les sites touristiques sont en principe ouverts 24 h sur 24, vous pouvez vous permettre de visiter les sites quand vous le souhaitez. Ce que je vous recommande, c'est d'aller sur les sites ultra touristiques type Gullfoss, Seljalandsfoss à partir de 20 h voire 22 h. Honnêtement, je pense que les lieux dont on a le plus profité, c'est les lieux où on était seul, parce qu'on était sur place entre 23 h et 1 h, 2 h du matin, quoi. Je précise aussi que si vous partez en juillet, vous aurez l'avantage d'avoir accès aux hautes terres. Les hautes terres, c'est la partie centrale de l'Islande, la partie qui est restée la plus sauvage. Vous n'y avez accès que par des pistes. Le problème, c'est que ces pistes sont fermées de quelque chose comme octobre à mai. Donc typiquement, on en reparlera dans la partie itinéraire, mais si vous allez en road trip au juillet, vous avez accès à cette partie de l'Islande et je vous recommande très vivement de le faire. Et dernière petite info qui me semble important de noter, la langue parlée en Islande c'est l'islandais, mais globalement tout le monde parle très bien et comprend très bien l'anglais, donc si vous parlez vous-même cette langue et que vous comprenez vous-même cette langue, vous n'aurez aucun mal à vous faire comprendre là-bas. On va maintenant passer à quelque chose qui me semble important et qui est la location de voiture. Ça me semble très important d'en parler pour 2 raisons. La première, c'est que ça va représenter une part très importante de votre budget. Dans mon cas, c'était 50% du budget. Je n'arrête pas de spoiler la partie budget. Encore une fois, je reviendrai dans les détails sur la fin de la vidéo, dans la partie concernée. Mais voilà, 50% du budget, c'était clairement la location de voiture. Deuxième raison, l'Islande, c'est un pays qui est à la fois très vaste et qui jouit à la fois d'une météo... Comment dire ? Un peu capricieuse. En fait, je pense que quand vous allez en Islande, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir avoir un peu de flexibilité pour son itinéraire, flexibilité qu'on va avoir uniquement quand on a son propre véhicule. Typiquement, ça nous est arrivé quand on était là-bas d'avoir un temps vraiment pourri pendant 3 jours, et quand je dis temps pourri, c'est t'as un brouillard qui fait que tu ne vois pas à 5 mètres, donc tu ne profites absolument pas des paysages qui t'entourent, et ce qui était chouette, c'est que comme on avait notre véhicule, on a pu bouger 400-500 km plus loin, où là la météo était beaucoup mieux et on est revenu par la suite sur les endroits qu'on voulait voir où cette fois il y avait un temps magnifique. Ce qui est aussi intéressant avec l'Islande, c'est que au-delà des sites très touristiques, il y a la nature environnante qui est très belle et je trouve ça toujours intéressant d'avoir son propre véhicule pour pouvoir s'offrir la flexibilité de s'arrêter à un endroit qui n'est pas sur les cartes, pour s'arrêter à un endroit qui n'est pas sur le guide du routard, prendre une petite photo, tout simplement parce que vous en avez envie. Alors avant de rentrer dans les détails de la location de voiture, 2 petites infos générales. En Islande, vous allez rouler à droite, comme en France, et le volant sera à gauche.
Je pense que je dis ça parce que je suis en Angleterre actuellement et que je suis totalement matrixée par le fait que leur volant soit sur le côté droit de la voiture, ce qui me perturbe énormément. Deuxième petite information, vous n'avez normalement pas besoin de permis international pour conduire là-bas du moment que vous avez un permis en cours de validité et que ce permis est écrit en langue latine. Concernant maintenant les options de location de voiture, vous avez globalement 3 options qui s'offrent à vous, à savoir la voiture classique, le van et le 4x4. Petit disclaimer, je vais vous donner des prix ici, c'est des prix indicatifs, ça va pas forcément être ceux que vous allez retrouver, c'est en tout cas ceux que j'ai trouvés au moment où je faisais mes recherches pour cette vidéo et qui correspondent à peu près à ce que nous, on avait au moment où on a réservé notre voiture pour aller en Islande l'année dernière. Première option, la voiture classique aux alentours de 700 € la semaine, c'est clairement l'option la moins chère, celle vers laquelle vous pouvez vous orienter si vous avez un plus petit budget. L'inconvénient de cette option, c'est simplement que vous n'avez pas accès au off-road, vous n'avez pas accès aux pistes, donc vous n'avez pas accès en voiture aux hautes terres. C'est l'option qu'on avait choisie, on a quand même réussi à aller dans les hautes terres, je vais revenir là-dessus dans la partie itinéraire. Deuxième option, le 4x4 ou le SUV, où là on va être entre 800 et 1900 € la semaine. Clairement, nous, quand on regardait, c'était plus aux alentours de 1900-2000 € la semaine. Avec le recul, je pense que si vous avez le budget, ce qui n'était pas notre cas, le 4x4, c'est clairement la meilleure option pour partir en Islande à cette période de l'année, puisque vous avez accès aux hautes terres, puisque vous pouvez vous permettre de sortir des sentiers battus. Il faut savoir qu'en Islande, il y a la route principale qui est goudronnée, il y a toutes les routes qui sont dans les agglomérations, etc. Mais beaucoup de routes sont encore des pistes, et si vous avez une voiture classique, vous n'avez normalement pas le droit de les emprunter. Et on arrive finalement au van, l'option qui intéresse en général le plus les gens et qui est actuellement aux alentours de 2300 € la semaine. Alors pour être totalement franche, avant de partir en Islande, j'aurais adoré avoir les moyens de partir en van. Avec le recul, j'ai le sentiment que c'est l'option où le rapport qualité-prix, ou plutôt le rapport avantage-prix, est le moins élevé. En tout cas, je dis ça pour la période où je suis partie, à savoir juillet. Pour moi, de manière générale, l'avantage principal d'un van, c'est le confort que ça t'apporte, dans le sens où t'as ta petite maison qui est toujours avec toi. C'est aussi la liberté que t'as, dans le sens où théoriquement en van, tu peux t'arrêter où tu veux, dormir où tu veux. Le problème, je trouve, c'est qu'en Islande, à cette période de l'année, à savoir en juillet, le confort que ça t'apporte en plus par rapport à dormir en tente est pas non plus énorme. Et la liberté de dormir n'importe où, de s'arrêter n'importe où, tu n'as pas. Pour ce qui est du confort, c'est tout simplement que les températures en juillet sont entre 0 et 20 degrés, donc en soi il fait pas si froid que ça. T'as, je pense, 95 voire 98% des campings qui sont équipés de cuisine, ce qui fait que tu n'as pas forcément besoin d'avoir de l'équipement de cuisine comme tu vas en trouver dans les vannes si tu pars en Islande en tente, parce que tu pourras normalement toujours cuisiner dans les campings avec le matériel du camping. Pour ce qui est de la liberté, il faut savoir que le camping sauvage est totalement interdit en Islande, donc dans tous les cas, que tu sois en van ou que tu veuilles venir avec ta tente, tu seras obligé de dormir dans un camping et de payer ta place dans un camping. Maintenant, pour en venir à l'expérience en elle-même de la location de voiture, on est passé par Reykjavik Auto, qui est une agence locale qui était l'agence la moins chère qu'on avait trouvée. Tout s'est franchement bien passé. On a eu la voiture la moins chère de Reykjavik Auto, donc elle était pas folle, mais honnêtement, elle a fait le taf pour ce qu'on voulait faire pour ce road trip. J'en profite quand même pour faire une petite parenthèse sur les assurances pour la location de voiture, parce que c'est quelque chose qui nous a bien stressé là-bas. Vous avez en fait une assurance de base qui va être inclue dans la location de votre véhicule, et vous avez la possibilité de prendre des assurances additionnelles. Je vous recommande vivement de prendre une assurance qui s'appelle l'assurance anti-gravillon. Je pense que ce n'est pas le mot exact, mais quand vous lirez les descriptions, vous verrez de quoi je parle, qui est en fait une assurance qui vous protège au cas où votre véhicule recevrait des graviers sur la carrosserie, le pare-brise, etc., qui viennent à dégrader l'état du véhicule. On n'avait pas pris cette assurance, parce que clairement, team rat, désolé, on a regretté de fou. En fait, on s'était dit qu'on comptait pas aller sur les pistes dans tous les cas, qu'on comptait rester sur la route principale, mais d'une part, la route principale avait un tronçon en piste parce qu'elle était en travaux au moment où on y allait, et d'autre part, même sur la route principale, tu vas avoir des graviers tout simplement parce que tu vas avoir des 4x4 qui ramènent des graviers des pistes sur cette route, ce qui fait que tu vas entendre très régulièrement des petits POC contre ta voiture, et je sais que nous ça nous a beaucoup stressé parce qu'à un moment donné on devenait parano et qu'à chaque fois qu'on voyait un pet sur la voiture on était en mode attends,
il était là avant. Et enfin, dernier point concernant la location, pensez bien à vérifier que vous avez une carte de crédit et non pas une carte de débit. Les agences de location islandaises n'acceptent que les cartes de crédit pour payer définitivement votre voiture et pour pouvoir s'assurer en fait que vous payerez la caution si jamais il y a un problème sur le véhicule. Et en fait, en France, par défaut, on a des cartes de débit. Donc pensez bien à checker avec votre banque si votre carte est une carte de crédit ou de débit avant de partir. Maintenant, de quoi aurez-vous besoin quand vous irez en Islande dans vos affaires ? Sachez déjà que je vais essayer de pas rentrer de fou dans le détail parce que sinon ce serait trop long dans cette partie, mais que vous allez retrouver une liste de tout ce qu'on avait emporté et tout ce que je vous recommande d'emporter directement dans la description. Donc si vous êtes en train de préparer votre voyage, vous pouvez directement copier-coller cette liste. Là, je vais plus vous donner des petits conseils qu'on nous avait donnés, qu'on a appliqués et qui nous ont été bien utiles. Premier conseil, c'est le conseil des 3 couches. Je suis absolument pas certaine que ça s'appelle comme ça, mais bon, on va dire le conseil des 3 couches. En fait, en Islande, comme je le disais, en juillet, la température va osciller entre 0 et 20 degrés et le temps va être très changeant. Vous pouvez avoir soleil, puis d'un coup pluie, puis d'un coup brouillard, beaucoup de vent et re-soleil à la fin de la journée. Ça veut dire que vous devez être capable d'adapter rapidement votre tenue à la situation météorologique que vous êtes en train de connaître si vous voulez pouvoir profiter pleinement de l'Islande et des activités tout au long de la journée, quel que soit le temps. La technique du 3 couches, ça consiste donc à emporter 3 couches de vêtements. La première, ça va être tout ce qui est dessous de pull, collant, donc une première couche pour vous tenir chaud, qui reste quand même assez fine pour que vous ne transpiriez pas trop. Deuxième couche, c'est la couche qui va vous permettre cette fois-ci de vraiment vous tenir chaud. Ça va être tout ce qui est pull en laine et polaire. Et troisième couche, c'est la couche qui va venir vous couper du vent, qui va venir aussi vous couper de la pluie. Donc ça va être tout ce qui est coupe-vent, veste imperméable, veste en softshell. Donc l'intérêt, c'est que vous ayez dans votre valise un peu de toutes ces 3 couches pour pouvoir alterner au cours de la journée et moduler rapidement la manière dont vous vous habillez pour profiter de l'Islande, quel que soit le temps et les intempéries. Deuxième conseil, prenez une tenue totalement waterproof. Et quand je parle de tenue, je parle de chaussures imperméables, de pantalons imperméables et de vestes imperméables. Typiquement, j'avais pas de chaussures imperméables et de pantalons imperméables de base. J'étais un peu réticente à m'en acheter uniquement pour aller en Islande. Dans les faits, ça m'a sauvé la vie. Clairement, pendant notre voyage, on a eu une période où pendant 4 jours, il pleuvait tous les jours. Comme on restait que 10 jours, ça fait 50% du voyage si tu es bon en calcul mental. Ce qui fait qu'on pouvait pas se permettre de ne pas visiter, de ne pas faire des activités parce qu'il pleuvait et on a dû faire des randos sous la pluie, des visites sous la pluie. Et clairement, d'avoir des chaussures imperméables et un pantalon imperméable, c'est ce qui m'a permis de profiter de ces moments-là en ayant un minimum de confort. Enfin, si comme nous, vous décidez de dormir en tente, sachez qu'il faudra faire attention à avoir une tente qui résiste aux rafales de vent au moins à 50 km/h. Mais aussi des duvets confort 0. Comme je le disais, la nuit, la température peut descendre à 0 degré à cette période. En principe, ça va pas en dessous et au moins avec un confort 0, vous êtes un peu large. Sachez que vous avez la possibilité de louer votre matériel de camping directement en Islande et qu'a priori, ça va coûter entre 20 et 30 € par jour pour la totale, c'est-à-dire la tente, les sacs de couchage, les tapis de sol et un petit kit de cuisine. Et enfin, l'itinéraire. Je vais pas détailler à l'oral notre itinéraire, je pense que ce sera chiant pour vous comme pour moi. En revanche, je vais plutôt vous donner ici les astuces pour construire votre propre itinéraire, ce que nous on avait décidé de faire, pourquoi on avait décidé de le faire. Vous retrouverez tout le détail de l'itinéraire dans la description à l'écrit pour pouvoir le lire tranquillement de votre côté, piocher ce qui vous intéresse ou non. Et sachez aussi que la semaine dernière est sorti le premier rapport de voyage de ma chaîne qui traite uniquement de cet itinéraire sous un espèce de format qui est un mix entre un vlog, un reportage et une vidéo cinématique. Bref, si vous voulez en savoir plus sur notre itinéraire et voir concrètement notre itinéraire, je vous invite à aller voir cette vidéo qui rentrera du coup plus dans le détail que ce que je vais dire aujourd'hui. Pour expliquer un peu la logique derrière notre itinéraire, il faut savoir qu'au départ on devait partir 2 semaines en Islande, mais qu'en commençant à regarder les prix, notamment pour la location de voiture, on s'est rendu compte qu'on n'aurait pas le budget pour rester 2 semaines en Islande. Le plan initial pour nous, c'était de faire toute la côte est et de revenir une fois au nord par les Hautes-Terres, donc de faire une semaine sur la route 1, une semaine dans les Hautes-Terres.
Comme on est passé sur un road trip de 10 jours, on a donc décidé de faire 2 jours dans les Hautes-Terres, puis toute la côte sud-est en remontant le plus possible vers le nord. En fait, pour préparer ce voyage en Islande, j'avais fait une chose très simple, qui était de checker un peu tous les endroits à voir en Islande, tous les endroits qui me disaient. Je me suis mis des épingles de partout, tous les endroits qui m'intéressaient sur une map Google, et globalement, en fait, la plupart des endroits qui m'intéressaient étaient sur la côte sud-est, donc comme on devait faire des choix, on s'est tout simplement orienté sur la zone où il y avait le plus d'endroits qui nous intéressait de voir. Comme je le disais, même si on avait une voiture classique, on a réussi à faire 2 jours dans les Hautes-Terres, tout simplement parce que vous avez des bus qui partent de Reykjavik ou de Hela et qui vous emmènent jusqu'au Landmannalaugar. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris ce bus, le coût du billet est environ de 70 € aller-retour par personne, il me semble. Non. Et ce qui nous a permis de passer quand même 48 heures dans le Landmannalaugar. Comme j'explique dans ma vidéo rapport de voyage, je regrette pas du tout d'être allée dans les Hautes-Terres, mais je trouve que passer une nuit là-bas, c'est court. Et vous le verrez dans ma partie avis global sur l'Islande, mais en fait c'est un de mes regrets principaux sur ce voyage. Petite parenthèse sur nos coups de cœur. Le gros coup de cœur de ce voyage, ça aurait été les îles Vestmann, qui sont un archipel situé au sud de l'Islande. C'est un endroit qui reste très sauvage, où il n'y avait pas beaucoup de touristes, où on a aussi rencontré un groupe de photographes super sympa qui nous a donné plein de conseils, avec qui ça a été très chouette de discuter. Et c'est un endroit qui nous a beaucoup marqué, donc je vous le recommande. Le prix du billet, je crois que c'est quand même 50 € aller-retour en ferry. Après, honnêtement, pour le coup, je trouve que ça valait le coup pour 24 heures d'y aller. Et après, deuxième coup de cœur, moi, ça aurait été les alentours de Vik, mais c'est aussi parce que sur le chemin retour, en fait, on a été dans cette région avec des conditions de folie. Je pense que c'est là que j'ai pris les plus belles images du voyage. Le lagon de Jökulárson aussi, expérience hallucinante. L'expérience des glaciers est totalement incroyable. Donc globalement, si vous partez 10 jours, je pense que l'itinéraire qu'on avait fait était pas mal et vous permet de voir pas mal de choses de l'Islande. Je sais qu'il y a aussi des personnes qui faisaient le choix de ne pas aller dans les Hautes-Terres et de faire plutôt le tour de l'Islande en 10 jours. Donc sachez que c'est faisable, vous allez pas mal conduire. Nous, on était déjà à quasiment 1700 km, je crois. Après, simplement, moi je trouvais ça dommage, encore une fois, d'être en Islande en juillet et de ne pas passer par les Hautes-Terres. Et je me dis que à ce compte-là, si vous comptez faire le tour de l'Islande en 10 jours, essayez peut-être de partir hors saison où vous louperez pas les Hautes-Terres parce qu'elles seront de toute façon fermées et où vous payerez globalement moins cher que ce qu'on a payé. Et on arrive enfin sur la partie qui va intéresser tout le monde, qui est la partie budget. Alors je suis désolée pour cette partie, je vais avoir mon téléphone éclaté sous les yeux pour avoir tout simplement les chiffres sous les yeux. J'espère que ce sera pas trop désagréable pour vous, et c'est tout simplement pour pas dire de conneries. Alors, au niveau des dépenses totales, on a été avion compris à 2347,99 €, soit 1174 € par personne, comme je le disais, sachant que ces dépenses sont réparties comme suit. On a dépensé 1879 € dans les transports, donc par transport j'entends location de voiture qui nous a coûté environ 800 €, l'avion où les billets nous ont coûté je pense aux alentours de 200 €, et le ferry et le bus où les deux ensemble ça devait faire à peu près 200 €. Au niveau bouffe, on a été à 187,99 € de dépenses de bouffe pour 10 jours. On en a eu pour 10 € par personne par jour, mais où c'était... on mangeait vraiment que des pâtes et des nouilles tous les jours, quoi. Pour le logement, ça nous est revenu à 185 € en tout, donc environ 18 € par jour. C'est à peu près ça, le camping en Islande va vous coûter entre 20 et 25 € par nuit. C'est plus cher que ce qu'on peut trouver globalement dans d'autres pays, mais ça reste 1000 fois moins cher que l'hôtel ou les Airbnb. Et enfin, on a dépensé 96 € dans les activités. Donc les activités, je comprends par là quand on payait les parkings pour aller sur les sites touristiques, parce qu'il y a certains parkings où c'est payant, ça va être 5000 couronnes islandaises, donc quelque chose comme 3,24 peut-être, un truc comme ça, euros. Et aussi les petites activités de touristes classiques. Moi, on avait fait un tour de bateau sur le lagon de Jökulárson. Alors maintenant, mes astuces pour réduire votre budget, parce que je pense que le budget peut encore être réduit par rapport à ce qu'on avait fait. Premièrement, si vous avez un petit budget, ne partez pas à 2 personnes en Islande, partez à 4 ou 5 personnes. Si vous avez été bien attentif, vous aurez vu que la location de voiture nous a coûté entre 700 et 800 €. Et si vous êtes bon en calcul mental, vous aurez donc compris que ça représente 50% du budget total.
Donc quelque chose que vous pouvez faire pour réduire drastiquement votre budget, c'est déjà de ne pas partir seul ou à 2 personnes, mais de partir à 4 ou 5. Ensuite, si vous vous sentez capable d'avoir un peu moins de confort, je vous recommande de partir en tente comme on l'a fait, ce qui vous reviendra quand même beaucoup moins cher que de louer un van. Et on arrive à la partie qui me tenait le plus à cœur, qui était de faire une partie un peu retour sur ce road trip, un peu plus nuancé que ce que j'avais pu dire dans mon rapport de voyage, où le but du rapport de voyage pour moi c'est de faire voyager les gens, de montrer un itinéraire, et donc pas forcément de m'attarder sur les moments négatifs, sur mes regrets par rapport à ce voyage. C'est aussi pour ça que je fais cette vidéo, c'est pour pouvoir faire dans 2 formats distincts qui viennent se compléter. Globalement, avec le recul, j'ai vraiment adoré ce voyage, j'ai quand même des souvenirs de fou, j'ai vu des choses de fou. Ça me tenait à cœur de rappeler que l'Islande, ça reste un pays très cher, et donc si vous êtes dans ma situation, c'est-à-dire étudiant, que vous avez peu ou pas de revenus, il y a peut-être des destinations qui sont un peu plus adaptées à nos budgets que l'Islande. C'est aussi important pour moi de le dire parce que j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, avec ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, on a tendance à avoir une image doublement faussée de la réalité. Doublement faussée parce que d'une part, on va montrer que ce qui est positif sur les réseaux, et d'autre part, dans le cadre des influenceurs, le coût des choses disparaît. C'est-à-dire que typiquement, dans mon cas, comme je suis très intéressée par tout ce qui va toucher au filmmaking, etc., je suis beaucoup d'influenceurs dans ce domaine, et beaucoup d'entre eux, ces dernières années, partaient en Islande, etc. C'est des influenceurs à qui forcément je m'identifie parce qu'on partage la même passion, parce qu'on a à peu près le même âge, et quand je les vois partir 3 semaines en Islande, en 4x4, etc., forcément ça me donne envie, et je pense que ça a été un des éléments qui a fait que j'ai eu envie d'aller en Islande. Le truc c'est que sur les réseaux, t'oublies qu'en fait aller en Islande c'est leur métier. T'oublies aussi que du coup ils paient pas. Ou alors ils paient pas le même prix que toi. Bref, tous ces éléments qui font que même si tu t'identifies à ces personnes, en fait tu ne pourras pas vivre les mêmes choses qu'elles. Voilà, simplement, si l'Islande c'est une destination qui vous intéresse, gardez bien ça en tête. C'est un pays cher, très cher, et je pense que si c'était à refaire, en fait, j'attendrais tout simplement quelques années pour avoir un budget beaucoup plus conséquent et pouvoir passer vraiment 3 semaines en Islande. Je dis aussi ça parce que à mon sens c'est un pays magnifique, vraiment unique, incroyable, et en ce sens-là, ça vaut la peine, si vous avez la possibilité de le faire, de réserver 3 semaines et de réserver un gros budget pour la visite de ce pays. Donc bilan des courses, c'est un très beau voyage, un voyage qui a été vraiment marquant. Je considère que j'ai énormément de chance d'avoir pu y aller à mon âge. Et c'est là-dessus que je conclue cette vidéo. Si jamais cette vidéo t'a été utile, si jamais ça t'intéresse, que tu as envie que je refasse ça sur d'autres voyages, le meilleur moyen de le manifester, c'est soit de laisser un commentaire, soit d'aimer la vidéo, ce qui manifestera pour moi que tu as apprécié le contenu. Et si tu as des questions sur l'Islande auxquelles j'ai pas répondu dans cette vidéo, je t'invite tout simplement à les poser en commentaire. J'ai la chance de jouir d'une petite communauté, ce qui fait que je réponds vraiment à tous les commentaires. Donc vraiment, n'hésitez pas à poser vos questions, et si je peux vous aider, je le ferai. Sur ce, on se retrouve non pas la semaine prochaine, mais a priori dans 2-3 semaines pour une vidéo qui n'aura totalement rien à voir avec ce que j'ai fait jusqu'à présent. J'espère quand même que ça vous plaira. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. À plus.